Paris d'abord. Au vu de la trajectoire que prennent les négociations, si l'accord dont on parle, il est signé avec en plus des projets qataris, on va en parler de reconstruction, est-ce que vous pensez que ça signifierait victoire du Hamas ? D'abord, la première question qui se pose, c'est que reste-t-il du Hamas aujourd'hui ? On sent que militairement, les informations que me donne votre chaîne, et notamment l'excellent Mathias Inbar, qui est sans doute le meilleur spécialiste de ces questions, c'est plutôt un Hamas très affaibli. Maintenant, j'ai vu que l'un des débats que portait le Premier ministre Benjamin Netanyahou, c'était le désarmement de la bande de Gaza dans son ensemble, parce qu'au-delà du Hamas, il y a également le djihad islamiste. Et donc, ça me paraît être un premier point. Non, victoire du Hamas, non. Parce que de toute façon, une fois que les otages seront rendus, une fois que un projet qatari ou autre sera en place, Israël ne s'interdira jamais de répliquer à toute attaque venant de la bande de Gaza. Cette bande de Gaza qui a été découpée, qui a été maintenant totalement cartographiée, maîtrisée par Tsahal, me paraît être une zone où Israël pourra agir de manière assez souple, puisqu'on a vu que Israël a été capable d'attaquer l'Iran avec un succès incontestable. La bande de Gaza ne devrait pas poser un problème. Moi, je veux une chose. Et pas du tout pour faire plaisir au Hamas, mais quand chaque jour j'entends nos soldats israéliens qui tombent avec les âges qui sont égrenés, mon cœur, comme tous nos cœurs, se brise. Ouais. Évidemment, c'est l'un des facteurs effectivement qui rentre en ligne de compte évidemment dans des négociations. Michel Mimran, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée selon laquelle ce fameux accord, il met quelque part en péril certains acquis de la guerre payés au prix fort, on vient de le dire, par les soldats israéliens. Du jour au lendemain, on abandonnerait au Hamas des positions stratégiques et puis on se remet en danger au final. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Je pense, comme cela vient d'être dit d'ailleurs, que, et ça a été dit maintes fois par l'état-major de Tsahal, 80% de cette bande de Gaza a été contrôlée par Tsahal, il y a fait le travail. 80% des effectifs et de la direction du Hamas a été éradiqué. Sincèrement, je ne suis pas certain du tout que s'il y avait un cessez-le-feu demain, ça remettrait en question les acquis de cette guerre. Je pense par contre, et ça vient également d'être dit, que le nombre de victimes qui s'est beaucoup aggravé ces derniers jours est une preuve supplémentaire qu'il faut terminer cette guerre. Et je pense qu'il faut se réjouir que le Premier ministre israélien soit d'accord pour enfin commencer à envisager un cessez-le-feu total et plus rapidement que ce qui était évoqué précédemment. Donc pour répondre clairement à votre question, je pense que ça fait maintenant un moment que cette guerre dure pour des raisons qui ne sont pas simples à comprendre, malgré ce que peut dire le ministre Ben Gvir. Et je ne crois absolument pas qu'un cessez-le-feu remettrait en question maintenant la sécurité d'Israël. Donc pas inquiet pour le moment pour la sécurité d'Israël. Stéphane Majman, est-ce que vous les comprenez, vous, ces craintes d'Itamar Ben Gvir? C'est pas le seul vis-à-vis d'un accord qui, quelque part, donnerait au Hamas une sorte de second souffle. En plus, il aurait appris les leçons de cette guerre, il pourrait se reconstruire rapidement avec l'argent du Qatar, etc. Ah, écoutez, d'abord, tout ce que dit Itamar Ben Gvir, vous savez, ne m'intéresse pas, c'est une personne... Je ne sais pas si les gens savent bien qui c'est Itamar Ben Gvir. C'est pas sa personne au débat. Non, mais c'est sa conviction, c'est son idéologie. C'est un ancien caniste, c'est un suprémaciste. C'est quelqu'un qui ne rêve que d'une chose, c'est qu'il n'y ait plus aucun arabe, même israélien en Israël. C'est quelqu'un qui est antidémocratique. Donc tout ce que Itamar Ben Gvir ne m'intéresse pas du tout. Ça, c'est déjà la première chose. Ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est comment on arrête de perdre tous les jours de nouveaux soldats, comment on arrête de voir des civils palestiniens mourir aussi, et comment on arrive à un cessez-le-feu et à ramener, je rappelle, parce qu'on n'en parle pas de nouveau, comment on arrive à ramener tous nos otages en Israël. C'est la vraie chose qui nous importe. Ensuite, il ne faut quand même pas oublier que, comme ce qui a été dit précédemment, le Hamas a été pratiquement éradiqué. Et on ne connaît pas encore exactement tout ce qu'il y a dans ces accords. Et je pense que de toute façon, nous sommes obligés d'avancer vers un accord, vers un cessez-le-feu, et derrière ça, espérer une paix, espérer un changement dans la bande de Gaza, de continuer cette guerre
n'apporte rien du tout aujourd'hui. Les otages ne sont pas ramenés, nous avons des soldats qui meurent, donc pourquoi continuer ? Parce que territorialement, ça avance, on a dit 80%. D'accord avec ça, Yom Tov Khalfon, est-ce qu'il a raison, Ben Gvir? On ne peut pas négocier avec un groupe terroriste qui de toute façon fera tout pour recommencer. C'est un petit peu ça le message de fond. Et encore une fois, c'est pas que Ben Gvir qui le dit, c'est d'autres. Oui, c'est pas que Ben Gvir, c'est le cabinet de sécurité israélien qui a fixé au début de la guerre des objectifs. Et un des objectifs, c'est d'éradiquer le Hamas. Par rapport à l'analyse, est-ce que oui ou non le Hamas est éradiqué, je ne suis pas membre des services de renseignement israéliens, mais j'ai par contre remarqué que plus de 20 soldats sont morts en quelques jours sous les balles du Hamas. Donc le Hamas a des capacités militaires de faire plus de morts que l'armée iranienne en l'occurrence. Des roquettes sont tombées sur les villages entourant la bande de Gaza. C'est les mêmes villages qui ont été attaqués le 7 octobre. Maintenant, en juillet 2025, donc presque 2 ans après le 7 octobre, le Hamas a encore une capacité de lancer des roquettes sur ces mêmes kibbutz où on va dire aux gens on a déjà dit aux gens de rentrer chez eux, alors qu'ils sont à nouveau, presque 2 ans après le 7 octobre, encore sous la menace des roquettes du Hamas. Ce que je constate, c'est que de dire que le Hamas est éradiqué, c'est peut-être une espérance. Personne ne dit ça. Vous venez de le dire. Non, j'ai pas dit qu'il était éradiqué. J'ai dit en partie éradiqué. Et on ne pourra pas éradiquer complètement le Hamas. Moi, je vois le Hamas comme des cellules cancéreuses qui sont dans notre corps. Et vous savez très bien que si vous laissez des cellules cancéreuses, ça va recommencer. Le cancer va revenir. Et ce cancer-là, qui est là depuis 30 ans, et encore plus en réalité depuis 2005, depuis le retrait d'Israël de la bande de Gaza, il va recontinuer à attaquer les civils israéliens. Et un deuxième 7 octobre sera une question de temps. Alors la question est, face à ce constat d'échec, qu'on le veuille ou non, le gouvernement actuel, s'il finit la guerre maintenant avec un cessez-le-feu, ça voudrait dire qu'il a échoué cette guerre à Gaza, à côté des grands succès qu'on a pu avoir peut-être au Liban ou en Iran partiellement, puisque même sur l'Iran on commence à entendre qu'apparemment pas tout a été réussi. À côté de ces succès militaires, sur Gaza, ça sera un constat d'échec. Ouais. Je pense que c'est ça que Ben Gvir dit. Je pense que ce que dit Ben Gvir dérange beaucoup Netanyahou, puisque Netanyahou a en tête essentiellement, évidemment, son avenir politique. Et je crois que c'est pas pour rien si cet accord de cessez-le-feu va probablement avoir lieu lorsque la Knesset sort en congé parlementaire. Et c'est vrai que pendant 60 jours, on ne peut pas faire tomber le gouvernement puisque la Knesset est en congé. Et je crois que c'est pas pour rien parce que dans un autre temps, probablement que le gouvernement serait tombé sous la pression de l'aile droite du gouvernement que vous pouvez critiquer. Mais en tout cas, voilà, vous êtes en c'est l'aile droite qui a eu toujours raison sur toute la ligne depuis 30 ans, depuis Oslo, depuis le retrait de Gaza. De manière générale, les gens qui étaient opposés à Oslo, qui étaient opposés au retrait de Gaza, ont été traités de fascistes, de suprémacistes. En fin de compte, le 7 octobre, sur tous les plateaux, on était dit que ces gens avaient raison. C'est peut-être extrémiste, mais en tout cas, ils savent reconnaître les catastrophes. Allez, Stéphane Major, rapidement, et ensuite Paris. Le Hezbollah. Vous dites on a réussi au Liban, mais le Hezbollah existe toujours. Donc, le Hezbollah ne tire plus de roquettes sur le nord d'Israël. Oui, mais parce qu'on n'est plus en guerre. Donc, si à Gaza, laissez-moi terminer, si à Gaza, il va falloir arrêter ça. Vous n'allez pas pouvoir tuer tous les gens du Hamas. Ce n'est pas possible. Tous les soldats, tous les militaires, tous les spécialistes nous disent... Donc c'est un constat d'échec. Non, c'est pas un constat d'échec. On a bien compris. Regardez, c'est un mensonge qui a été dit par le gouvernement. Churchill disait en 1944, on ne pourra pas tuer tous les nazis. Non, on n'a pas tué tous les nazis. On a arrêté le nazisme. C'est pas pareil. Allez, on va synthétiser. Yom Tov Khalfon parle de long terme, l'avenir sécuritaire d'Israël sur le long terme, ne pas replonger dans une guerre dans quelques années. Et puis vous, Stéphane Blajman, et notamment peut-être à Paris, Michel Mimran, eh bien vous parlez de court terme. C'est-à-dire que pour vous, la sécurité, elle est assurée. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de donner au Hamas la preuve que ça marche, les enlèvements, les prises d'otages, et que ça pourrait recommencer un jour ou l'autre? Quelque part, on gagne quelques années, mais le problème n'est jamais résolu. Allez-y. Je pense que vous avez prononcé le bon mot. À chaque fois qu'on prolonge cette guerre, on prolonge la détention des otages. Donc je suis tout à fait conscient qu'il y a une forme de contradiction entre le fait de vouloir un cessez-le-feu maintenant et la sécurité, comme ça vient d'être dit, peut-être, c'est pas mon avis, mais je peux entendre ça. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a une question humanitaire qui se pose et il est temps que cette question humanitaire, elle devienne prioritaire. Donc continuer cette guerre continuellement, c'est continuer le calvaire des otages. Et il est temps que ça cesse. Je pense que c'est un impératif pour Israël de mettre la vie de ses otages au-dessus de la continuation de cette guerre. Au-dessus de la vie des potentiels morts qu'il aura après. Allez, Maître Pardo, allez-y. Maître Pardo. Oui. Moi, je suis en contradiction avec
les visions, ces visions-là qui me paraissent être d'une grande, comment dire, ou trop extrême ou trop naïve. Moi, ma position, c'est pas celle-là. D'abord, je trouve que le Premier ministre Benjamin Netanyahou réussit à chaque fois à trouver un équilibre entre le nécessaire appui des États-Unis qui a été utile dans la guerre avec l'Iran et de continuer les opérations qui se passent. Je prends le cas du Hezbollah. Je vous rappelle que Israël a fait des opérations contre le Hezbollah cette semaine. C'est-à-dire que pour moi, le cessez-le-feu, c'est un moyen, et peut-être je vais utiliser un terme non politiquement correct, une ruse, pour pouvoir récupérer les otages, avoir les bonnes grâces du président Trump, mais continuer la guerre. La guerre, c'est pas nous qui la voulons, c'est pas nous qui la faisons, c'est le Hamas. Tant que le Hamas restera, un membre du Hamas restera, la guerre continuera. Le tout, c'est de savoir si on fait la guerre de la même manière ou si on la fait différemment. C'est ça le point. Alors, mais croyez-vous un instant que Benjamin Netanyahou arrêtera de lutter contre le Hamas? Croyez-vous un instant qu'Israël acceptera le risque d'un nouveau 7 octobre? Jamais. Alors c'est ça, vous intégrez l'aspect politique et c'est important, Christophe Calfon, c'est-à-dire que Netanyahou ne fait pas exactement ce qu'il veut. Il y a Donald Trump qui lui fait alors c'est intéressant que... Est-ce que justement l'idée ce serait ça, de dire on temporise quelques mois et puis on voit ce qui se passe, prix Nobel ou pas. Ensuite, si besoin, Israël pourrait reprendre la guerre. Est-ce que vous pensez que ça fait partie peut-être des Alors, ce qui est intéressant, c'est que Maître Pardo a cité Benjamin Netanyahou et l'a pris comme exemple. Benjamin Netanyahou, il y a quelques mois, a donné une interview à la chaîne 14 et il a presque rigolé, il s'est presque moqué lorsqu'on lui a donné l'option de la ruse que vous avez évoquée, Maître Pardo. Il a dit, pensez vraiment que le Hamas sont des idiots? Pensez vraiment qu'ils vont accepter un cessez-le-feu s'ils n'ont pas des garanties internationale, américaine, peut-être même du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce que je vous cite Netanyahou, qui a expliqué, parce que c'était ce qu'avait dit à l'époque l'opposition, Lapid et autres, qui avait dit bon, on signe le cessez-le-feu, on sort les otages, et quand il faudra reprendre la guerre, nous reprendrons la guerre. Netanyahou a lui-même dit que cette option n'existait pas et n'était pas sur la table, de ses propres mots, dans une interview que je vous invite à aller voir sur la chaîne 14. Donc vous voyez bien que Netanyahou lui-même vous contredit. Donc il ne faut pas prendre le Hamas aussi pour des idiots et pas sous-estimer malheureusement ces monstres que nous avons en face de nous. Ils n'iront pas signer un accord de cessez-le-feu et ils ne sont pas dans la même position que le Hezbollah, qui je vous rappelle qui a perdu sa légitimité au Liban, il y a un nouveau président au Liban et il y a une autre constellation. Le Hamas n'est pas dans cette constellation comme le Hezbollah. Cela voudrait dire que le jour où il y aura, j'espère, une libération totale des otages et les gens qui pensent qu'on pourra tout de suite reprendre la guerre, le Hamas saura qu'il a des garanties en main pour que cela n'arrive pas. Et malheureusement, je suis désolé de vous dire, le 7 octobre est arrivé à cause des cessez-le-feu précédents. C'est-à-dire qu'il y a eu avant le 7 octobre plusieurs opérations militaires qui ont toujours été arrêtées sous pression internationale, que ce soit l'opération de la guerre de 2014 qui a été arrêtée avec des pressions, Israël n'a pas été au bout, que ça a été les opérations de 2009. Qui était le Premier ministre? Netanyahou. Évidemment, ne comptez pas sur moi pour à ce niveau-là. Mais tout ça pour vous dire que le 7 octobre, c'est les 1200 Israéliens assassinés et les 250 otages. Pardon, laissez-moi finir. Les 1200 Israéliens assassinés et les 250 otages assassinés le 7 octobre sont le fruit des cessez-le-feu qui ont précédé avec le Hamas. Tout simplement. Donc les gens qui disent qu'aujourd'hui il faut signer un cessez-le-feu, ça ne met pas en danger la sécurité, et ils mettent en danger les prochaines victimes des prochains 7 octobre. Et lorsqu'on dit qu'il faut sauver telle personne au prix de d'autres, ça voudrait dire faire le choix du sang, d'un sang d'un côté face au sang de l'autre, et c'est ça, il ne faut pas l'oublier. Pas l'oublier parce que même si c'est difficile à voir. Tout n'est pas de la faute de Netanyahou. Stéphane Bajvan, il y a quand même eu le retrait de 2005, c'était Sharon. Les guerres ensuite 2009, c'était Olmert. Voilà, c'est pas uniquement Netanyahou. Vous êtes d'accord? Non, mais on va pas essayer de défendre Netanyahou. C'est certainement pas moi qui vais le défendre. C'est pas le but. La conception de Netanyahou, c'est un Hamas fort et une autorité palestinienne faible. Il l'a toujours dit, donc c'est pas nouveau. Vous me parlez d'une vidéo de Netanyahou, je vais vous montrer 50 vidéos où il ne fait que mentir. Donc on va pas parler de ce que Netanyahou
Netanyahou a dit arrêtez ou pas? d'être omnibulé par Netanyahou. Oui, mais c'est lui J'étais dans le seul gouvernement qui l'a fait tomber. Alors arrêtez d'être omnibulé, c'est presque une maladie. Oui, c'est une maladie, c'est la maladie d'Israël. C'est une maladie, c'est la maladie. Alors écoutez, je sais bien plus critique que Netanyahou sur Netanyahou que vous, mais j'en fais pas une maladie. Et encore, vous n'êtes pas aujourd'hui à la Knesset, vous pouvez interrompre les gens. Laissez-moi terminer. Soyez agréable. Vous m'avez aussi interrompu. Mais non, je vous ai juste dit une phrase, je vous ai laissé parler. Vous m'avez aussi interrompu. Simplement, on perd beaucoup de temps pour rien. Poste de victimisation n'est pas toujours. Il n'est pas bibliste, on l'a bien compris. Ce que je veux vous dire tout simplement, c'est que quoi? Vous voulez quoi? Une guerre éternelle? C'est ça ce que vous voulez? Vous voulez comme Ben Gvir, vous voulez guérir, vous voulez mourir? Attendez, laissez-moi terminer. Vous voulez quoi? Comme oui, Ben je veux guérir du cancer. Comme Ben Gvir qui veut reconquérir tout Gaza et s'établir là-bas? Ça ne se fera pas. Ça ne peut pas marcher. Quand on a dit on va éradiquer complètement le Hamas, c'était une phrase qui a été jetée à l'opinion publique israélienne, mais nous savons très bien qu'on ne peut pas réussir à éradiquer complètement le Hamas. C'est une idéologie. Allez, messieurs, il n'y a aucune idéologie qui peut être éradiquée. Nous devons aujourd'hui penser à un avenir. Et cet avenir, bien sûr que nous voulons la sécurité. Pourquoi vous croyez que nous voulons moins de sécurité que vous? Nous voulons exactement la même sécurité pour Israël. Le débat, il est sur la manière d'y arriver. Il est important, je redis encore, il est important d'avancer et on ne peut pas être éternellement en guerre. Nous en avons marre d'envoyer nos enfants mourir là-bas. Allez, justement, autre aspect qui est important, on a très peu de temps avant la pause, mais on va en parler quand même rapidement. On va se projeter déjà vers l'après-guerre à Gaza. Et là, eh bien, qui tente de se positionner en ce moment, se pôle positionner? C'est Mahmoud Abbas, éjecté de Gaza, on s'en souvient, en 2007, sous les armes par le Hamas. Eh bien, aujourd'hui, le chef d'autorité palestinienne réclame d'être impliqué dans des négociations. Il récolterait quelque part les 21 mois de combat de Tsahal en contrôlant Gaza. Michel Mimran, vous diriez que ce serait un retour de l'autorité palestinienne, retour à la case 2007, c'est-à-dire juste avant que le Hamas déloge cette même autorité palestinienne de Gaza et tout recommence. Un nouveau cycle quelque part. Bon, alors la première chose que je dirais, c'est que je pense que cette information est le contraire d'une information. Vous avez une organisation politique qui plaide pour récupérer plus de pouvoir, j'ai envie de dire, c'est pas surprenant. Il faut également considérer qu'on a beaucoup de mal à voir quelle alternative il y a aujourd'hui à l'autorité palestinienne. La vraie question en fait qu'on se pose, c'est celle de Mahmoud Abbas. C'est pas tellement celle de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, il est à l'image d'un certain nombre de dirigeants de la région, qui ont fait d'ailleurs la plaie de cette région. C'est des dirigeants qui sont faibles, corrompus, qui n'ont aucune autorité mais qui savent faire preuve de violence. Aujourd'hui, la décrédibilisation de Mahmoud Abbas, elle est totale. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Est-ce que l'autorité palestinienne, aujourd'hui, elle est crédible pour reprendre la direction de la bande de Gaza? Cette réponse, elle ne sera positive que si un vrai dirigeant, c'est-à-dire que Mahmoud Abbas, et c'est votre sous-titre que je vois, il doit être totalement mis hors jeu, comme le Hamas d'ailleurs. Donc peut-être qu'il plaide, il peut plaider pour l'autorité palestinienne, mais il ne peut pas plaider pour lui. Je ne vois absolument pas comment Mahmoud Abbas pourrait garder son pouvoir à l'issue de cette guerre, notamment sur la bande de Gaza. Très rapidement, Maître Pardo, d'accord avec ça, mauvaise idée. Il y a très peu de solutions quelque part pour l'avenir de Gaza, si on y réfléchit bien. Mais moi, je considère que l'autorité palestinienne est complètement discréditée dans son ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels vont être les parrains, ceux qui vont s'impliquer, parce que je vous rappelle qu'en 2005, quand nous nous sommes retirés de la bande de Gaza, il y avait des perspectives, des projets avec l'Arabie Saoudite qui ont été rejetés par les Palestiniens, qui n'auront jamais, dans toute l'histoire, loupé une chance dans leur vie, quoi. Ils ont systématiquement loupé toutes les chances. Là, c'était une chance. Aujourd'hui, ils sont affaiblis, quoi qu'on en dise, et c'est la continuation. Moi, ce que je veux, c'est que les Arabes s'impliquent dans Gaza. Pas que l'autorité palestinienne, que les Arabes s'impliquent dans Gaza, que les Émirats s'impliquent dans Gaza, que l'Arabie Saoudite s'implique dans Gaza. Peut-être le Qatar, je suis moins friand pour eux, mais que l'Égypte s'implique dans le Qatar. La solution avec les Palestiniens, c'est une solution qui passe par les Arabes, voilà. Et bien justement, par les pays arabes, sûrement pas par les Palestiniens. Vous nous mettez